Are they paying? Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Un petit rétex sur plusieurs choses. Tout d'abord, je reviens du concert de Guns N' Roses à Berne. Vous voyez, je ne mens jamais, je l'ai dit à Berkhof hier, donc nous étions le 5, que j'y allais. Effectivement, je suis parti, donc j'ai sorti la panoplie. Pour la petite histoire, j'étais allé les voir en 92, en 1992, à Paris, Parc de Vincennes, avec mon pote Patrick. On était des grands fans, on était allé les voir. Et d'ailleurs, j'y étais retourné en octobre, je crois, de 92, ou était-ce 93, à Turin, avec un autre ami. Mais ce qui est génial, c'était en fait que d'abord, bien sûr que ce sont des vieux pachydermes comme moi, mais le concert était très très bien, donc au niveau de la qualité était bien. Axl Rose a bien soigné ses cordes vocales, mais surtout ce qui était touchant, et ça c'est d'un point de vue humain, c'est pas musical, c'est pas artistique, c'est qu'on a vu que pour ceux qui sont des vieux de la vieille comme moi, vous vous souvenez comment Axl Rose était énervé, était fâché, il se battait avec le public, il se battait avec les journalistes, il se battait avec les autres membres du groupe. Alors que là aujourd'hui on a vu quelqu'un d'apaisé, enfin hier donc, on a vu quelqu'un d'apaisé qui joue avec le public, qui a de l'humour, qui y met du sien et qui visiblement s'amuse et a du plaisir à faire ce qu'il fait. Alors évidemment, je sais pas si on était 10 000 à 200 balles le billet en moyenne, ça fait de tête 2 millions de chiffre d'affaires, moins les frais, etc. Bon, bah, les mecs, on va dire qu'ils se font 500 000 balles par soir de concert, divisé entre les 5 ou 6 membres de l'équipe. Bon, bah voilà, c'est bien. Mais au-delà de ça, je pense qu'ils s'amusent. Je pense qu'ils s'amusent vraiment et ça fait plaisir de voir quelqu'un qui était si énervé. Il a eu une enfance troublée, ça se voit, c'est évident. C'était très très bien. Mais c'est pas de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui, puisque cette vidéo, je la mettrai sur YouTube, elle sera en public. C'est de deux autres choses. Tout d'abord, bah, comme vous avez vu, je suis passé sur Sud Radio. Très agréable moment. Je trouve que, voilà, bah, André Berkhof, je ne sais pas quel est son parcours, mais clairement, c'est quelqu'un qui a de la culture et on le sent tout de suite. Voilà, en tout cas, il sait créer le feeling dans une interview qui était pas agressive. Voilà, j'ai pas eu le... Mais vous êtes un proche de Alain S. Et tous ces trucs qui sont énervants et fatigants. Au contraire, l'interview, c'est bien passé. C'était parfaitement courtois et parfaitement intelligent. Et ça, c'est bien. Donc, je vous encourage à aller voir Sud Radio, cette vidéo. Mais je voulais surtout vous parler d'une alerte qui est bien connue. J'en ai parlé à ma communauté Patreon déjà depuis... dans le contexte général depuis longtemps, mais en particulier depuis une semaine et demie. Donc, raison de plus d'être sur mon Patreon pour avoir des informations un petit peu en avance et avoir le temps de se préparer. Mais c'est vrai que ces dernières 2 semaines, entre la folle chevauchée de Prigojine en Russie et la formidable expression culturelle des chances pour la France, eh bien nous avons eu beaucoup d'actualités et donc il a fallu être un petit peu en attente. Alors je suis au milieu de la campagne, il y a une ambulance, donc on va la laisser passer. Et non, je voulais vous parler simplement de quelque chose qui était simplement un risque depuis presque une année, mais qui se précise du fait de l'échec. En fait, je ne sais même pas si on peut appeler ça une offensive ukrainienne. Je suis très triste sur ce qui se passe. Pour ceux qui sont sur Patreon, vous savez à quel point je suis triste de voir tous ces jeunes Européens, et moins jeunes aujourd'hui, Ukrainiens à 90% et à 10% russes, mourir pour rien dans une guerre fratricide, une guerre idiote, une guerre qui est voulue par les maîtres de l'État profond américain, on va appeler ça comme ça. Et donc il y a cette centrale nucléaire de près de Zaporozhye, si je m'abuse, mais je m'en fous des noms de la géographie, mais enfin, il y a une centrale nucléaire, une assez grande, ce qui, sauf erreur, alors confirmez-moi si c'est juste ou pas, mais je crois qu'elle est à l'arrêt. Et simplement, il y a le système de refroidissement des combustibles qui doit fonctionner pendant un certain temps. Tout ça, je l'explique dans NRBC. Ça fonctionne comme ça dans une centrale nucléaire. Le combustible est chaud, littéralement chaud. Il a une température élevée et il faut le refroidir. Faute de quoi, ça brûle. Et donc, tu n'as pas envie d'avoir un incendie avec des matières qui sont légèrement contaminées par des micro-particules
et par des métaux. En l'occurrence, je pense que c'est une centrale à l'uranium, mais peut-être que je me trompe, radioactif. Donc, alors tout d'abord, disons une chose suivante. Il n'y a aucun risque d'explosion d'une centrale de ce type. Zéro. Je l'explique dans NRBC, mais il n'y a pas... les matériaux ne sont pas enrichis pour que ça puisse donner une explosion de quelque sorte. Tous les gens qui vous parlent d'explosion de centrale nucléaire, c'est des escrocs, c'est n'importe quoi. Ils veulent vous faire peur pour vendre leur agenda écolo ou anti-nucléaire ou des conneries. En revanche, ce qui peut arriver, c'est qu'ils bombardent et qu'ils détruisent cette centrale et que une partie des matières qui sont effectivement contaminées partent dans les airs, dans l'air, par le fait de l'explosion, mais c'est infime comme quantité d'éléments radioactifs, ou alors il est possible que la partie du refroidissement ne fonctionne plus du fait d'une attaque, d'un bombardement, et à ce moment-là, il y ait, que ça brûle et que donc il y ait des fumées, mais là aussi, la surface, la quantité de matière qui peut être projetée dans les airs pour contaminer, elle est infime. Donc il n'y a aucune chance, mais pratiquement zéro, qu'il y ait quoi que ce soit de significatif qui puisse se propager à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde. Au-delà de ça, alors sur une dizaine de kilomètres à la ronde, oui, mais au-delà, même les 50 kilomètres de protection qui sont généralement considérés comme le minimum en cas d'accident nucléaire sont largement surfaits par rapport à ce genre de problème. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que ça fait longtemps que l'on nous dit attention, attention. Alors la propagande occidentale nous dit, et ukrainienne, mais voilà, nous dit attention, les Russes veulent faire sauter leur propre centrale nucléaire pour pouvoir se propre contaminer et parce que c'est des méchants. Voilà, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas d'autre organisation plausible. Alors toute personne qui a 3 neurones connectés correctement sait que c'est débile comme scénario. C'est impossible, c'est comme le barrage, c'est comme le pipeline, je veux dire, qui c'est qui se tire des balles dans le pied volontairement? Impossible. En revanche, la propagande ferait croire peut-être à ce genre d'accident, un accident supplémentaire, donc après le pipeline dans la mer Baltique, après le barrage sur le Dniepr, de dire, voyez, c'est inacceptable, c'est encore un truc de plus que les méchants russes ont fait, etc. Donc, profitez du sommet de l'OTAN qui a lieu, je crois, le 12 et 13 juillet, donc dans quelques jours. Je crois que c'est à Tallinn, sauf erreur, en Estonie, mais peut-être que je me trompe, mais on s'en fiche de où et comment. Mais en tout cas, à cette date, il pourrait dire, vu l'attaque qui serait faite contre par les forces de l'OTAN et de l'Ukraine sur cette centrale nucléaire qui est en ce moment à l'arrêt, quand bien même elle ne serait pas à l'arrêt, ça ne change pas grand-chose au raisonnement, de créer des dommages, de dire, voyez, c'est un danger pour le monde entier, parce que psychose et psychose nucléaire depuis Tchernobyl, Fukushima, etc. Et donc, il est important d'intervenir pour arrêter le ventre de la bête immonde qui est toujours fréquent, de continuer à faire des dommages, parce que ça, c'est crime contre l'environnement, l'humanité, tout ce que vous voulez. Bon, c'est une hypothèse auquel je ne crois pas, mais c'est une hypothèse dont il faut prendre en compte le risque. Et le risque n'est pas nul. Parce que si intégration immédiate de l'Ukraine dans l'OTAN est considérée que c'est une attaque contre le monde entier, donc une attaque contre les pays de l'OTAN, donc article 5, donc guerre avec quoi, je ne sais pas, mais on a vu depuis une année et demie que l'Occident n'est pas rationnel, n'est pas logique, ou alors il a des logiques qui passent par le fait de la destruction d'une grande partie de l'humanité, en tout cas de l'humanité blanche, puisque c'est un conflit encore une fois européen, entre Européens. Eh bien, il pourrait ensuite déclencher une augmentation du conflit avec des attaques peut-être sur territoire russe, auquel cas il y aurait une réponse et donc une escalade. Et il est tout à fait possible qu'à un moment, d'un côté comme de l'autre, on se dise, bon, puisqu'on va aller à l'escalade, autant aller directement au dernier level et on lance les armes atomiques. Et on strike des bases militaires, des ports, des infrastructures. Et là, on passe directement à l'échange thermonucléaire, quoi. Direct. Donc,
D'autant plus que bientôt c'est les vacances. Maintenant nous sommes aujourd'hui le 6 juillet. Tout le monde commence à se préparer à partir en vacances. Donc c'est pendant les vacances que les gouvernements font des saloperies. On le connaît. Vous allez voir en France les règles, les lois pour la sécurité augmentée, etc. qui considèrent en fait qu'il n'y a plus de droit à la propriété privée, et y compris à l'intégrité physique, puisqu'on peut vous confisquer vos biens et on peut vous confisquer vous aussi pour vous envoyer dans l'intérêt national, etc. Bon, c'est pas nouveau, ça se fait comme ça pendant toutes les guerres, hein. Pendant 14-18, tu pouvais pas dire non mais moi je suis pas d'accord, j'aime bien les Allemands. Et en 39-45, tu peux pas vraiment dire oui non mais je suis pas d'accord. T'y vas et c'est tout. Alors évidemment, tu peux aussi ne pas y aller. Sur Patreon, on a déjà discuté sur pas mal de fois. Qu'est-ce que tu devrais faire en termes de bisous et de câlins si on vient te chercher pour aller à la guerre, par exemple? Bon, tout ça, on va le redévelopper encore pendant ces prochains mois, parce que ça, c'est le truc important. On va pas mourir pour ces enculés-là qui nous gouvernent, et on va pas se battre pour eux. Donc attention, attention. On n'est pas, il faut espérer qu'on n'est pas aussi cons que nos ancêtres, qui avaient pourtant beaucoup plus de sens critique et de bon sens que nous, mais ils étaient complètement couillons au niveau de la nation, nationaliste, patriote, et donc ils se sont laissés berner par cet aspect-là pour aller mourir par millions dans les tranchées à Verdun pour qu'on ne parle pas allemand. Mais surtout pour le pognon des marchands de canons à l'époque, qui sont les mêmes qu'il y a aujourd'hui d'ailleurs. C'est rigolo. Bref, il y a un moment de risque en ce moment. Moi, je ne crois pas que ça dégénère. Je suis un petit peu plus confiant qu'il y a un an. L'été l'année dernière, il y a eu un moment de risque important. Mais ce risque n'est pas nul. Et ce risque nécessite qu'on se prépare, nécessite qu'on repotage. Pour ceux qui ont lu NRBC, relisez-le. Là, sur la partie nucléaire, vous vous souvenez que sur mon site pierrot.com, vous trouvez un PDF gratuit qui vous explique quoi faire pour survivre à une éventuelle guerre nucléaire. Bon, c'est tout à fait jouable. C'est chiant, hein, je vous le cache pas. Il y a vachement de contraintes. Ça va réduire le nombre d'années de vie qu'on va avoir en moyenne. Mais c'est tout à fait jouable. On peut se démerder. D'autant que, voilà, dans ce document, j'explique à quoi peut ressembler une guerre nucléaire de nos jours. Ce n'est pas l'élimination totale de toute forme de vie sur Terre, loin de là, et encore moins l'élimination de la vie humaine. Bref, je vous laisse avec cela. En tout cas, je remercie encore l'équipe de Sud Radio de m'avoir invité. C'était très agréable. J'espère que je fais un effort de passer un peu plus dans les médias pour préparer la sortie de mon livre sur la peur. Il me reste 2 chapitres à peaufiner, à terminer. Ensuite, ça part chez le correcteur. Dernière relecture. Mise sous presse, pagination en août, septembre. Mise sous presse en octobre. Distribution, normalement, voilà, fin octobre. Vous l'avez dans toutes les meilleures librairies. Tome 1 de mon livre sur la peur. Il arrive. Et donc, c'est pour ça que je commence à augmenter un petit peu ma présence dans les médias. Et c'est vrai qu'on m'a dit, voilà, le fait que les médias commencent à t'inviter, c'est peut-être qu'ils commencent à se rendre compte que les carottes sont cuites. Je ne sais pas si les carottes sont cuites, mais le bœuf bourguignon, il va être bon, il va être chaud. À très bientôt. Et c'est plus une question de préparez-vous, c'est est-ce que vous êtes prêts? À bientôt. Ciao.